Je n'ai pas de commentaire particulier à émettre à ce sujet, sinon que je voudrais espérer que les personnes concernées ont eu l'occasion de donner leur point de vue quant à l'imminence des sanctions qui ont été proposées. Si tel n'est pas le cas, ce serait un peu regrettable, mais quelque part, ça sert aussi de leçon pour que, à l'avenir, les gens prennent la vie humaine et le processus démocratique un peu au sérieux. Est-ce que l'Union européenne a ce pouvoir-là de sanctionner les fonctionnaires congolais? Mais c'est une attitude de plutôt morale. C'est-à-dire on ne peut pas interdire à une nation, à un groupe de nations, de pays, de prendre une position vis-à-vis d'une situation donnée. Même si c'est là, on peut le penser, viole un peu les principes de la souveraineté des États, tels que consacrés par les différents instruments juridiques internationaux. Exact. On peut penser que cette façon d'agir procède plus des aspects plus politiques que juridiques. Oui, vous ne pensez pas que par rapport aux incidents du 19 et 20 septembre dernier, l'opposition avait aussi une part de responsabilité, l'opposition qui ne prenait pas part au dialogue de la Cité de l'Union africaine? Non, moi je dirais toujours ceci, c'est que il faut chercher plutôt les causes qui ont amené les gens dans la rue. Les causes sont bien connues et je suis de l'opposition, de l'UNC, je le répète. Nous, de l'UNC, nous avons toujours dit que le mandat du président de la République se terminait le 19 décembre et qu'au-delà, il ne pouvait plus être président de la République. Mais nous sommes également des légalistes. Nous avons deux points, nous avons regardé en cela deux points de nos textes, des textes qui nous régissent. Le premier, c'est d'abord la Constitution. Quand vous voyez les prescrits, notamment de l'article 166 et suivant de notre Constitution, qui donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir, disons, de juger le président de la République lorsqu'il y a une infraction, notamment l'infraction de haute trahison. Il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Notamment, il faut aboutir au fait que ce soit les parlementaires, 2/3 des parlementaires, qui puissent attraire le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Exact. Or, nous avons conscience du fait que nous, de l'opposition, nous ne pourrions pas réunir les 2/3. Vous ne contrôlez pas l'Assemblée nationale, le Parlement. Partant de cela, par réalisme, nous avons dit qu'il ne serait pas possible de faire partir le président de la République, quand bien même nous aurions estimé qu'il a commis une faute. Et la faute, en l'occurrence, nous de l'UNC et nous de l'opposition politique, au dialogue, nous l'avons établi. Nous avons dit au dialogue de la Cité de l'Unité africaine que le président de la République, dans la mesure où il n'a pas attiré l'attention de la CENI sur les risques de violation de la Constitution, constitués par le fait de ne pas, organiser les élections dans les délais, c'était une faute. Le fait de ne pas rappeler le gouvernement à l'ordre, alors que le Parlement lui avait donné des autorisations budgétaires pour que ces gouvernements allouent des fonds à la CENI, le gouvernement ne l'ayant pas fait, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, devrait en principe les interpeller. Cela n'a pas été fait. Et donc nous estimons qu'il y a une faute, en tout cas morale de la part dans le chef du président de la République. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons cette même Cour constitutionnelle qui, d'après toujours nos textes, lisez la Constitution, vous verrez que cette Cour, notamment l'article 166, c'est la seule institution habilitée à faire l'interprétation de la Constitution. Si nous disons matin et soir que nous voulons respecter la Constitution, que la Constitution ne soit pas violée, il faut respecter cette Constitution dès son article 1er jusqu'au dernier. Et dans cette Constitution, il est stipulé que c'est la Cour constitutionnelle qui interprète la Constitution. Nous avons laissé faire, nous de l'opposition. Nous n'avons pas été aussi perspicaces en esprit que ceux de la majorité qui ont saisi l'occasion qui s'est profilée pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70. Et ils ont la Cour constitutionnelle a tranché en disant que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. De ce fait,
Et puisqu'on dit par ailleurs que les décisions de cette même Cour sont opposables erga omnes à tout le monde et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, nous, en tant que républicains, ça nous fait mal que la Cour ait tranché de cette manière parce que nous pensons que les responsabilités, notamment du président de la République, devaient être engagées. Mais nous sommes des républicains, nous nous inclinons. De la même façon, je prends un exemple. Et rappelez-vous, en 1981, pour ceux qui étaient encore nés à cette époque, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, la gauche est arrivée au pouvoir, la gauche a pris des mesures, notamment de nationalisation. Eh bien, le projet de loi est parti en Conseil des ministres, et du Conseil des ministres jusqu'à la Cour au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a censuré la majorité des dispositions de ces projets. La gauche a crié en disant que ce sont les vendus, les riches, qui veulent empêcher qu'il y ait une politique à l'égard de gains petits, notamment de petits. Mais in fine, François Mitterrand s'est incliné. Il a accepté, nonobstant le fait que cette Cour, dans sa composition, était majoritairement tournée vers la droite. Mais il ne faut jamais désespérer. Demain, si le peuple nous fait confiance et qu'il nous arrivait de nommer d'autres membres, c'est nous, l'opposition, qui nommerons les autres membres dans la Cour constitutionnelle. Donc, mais vous avez, avec ça... Bon, dans tout ce que vous avez dit là, j'ai retenu que vous avez... la faute incombe, entre autres, chefs de l'État. Nous avons dit pour ce qui est du retard... Mais est-ce que vous avez reconnu... S'il vous plaît, c'est-à-dire que le président, lui, il est le garant du bon fonctionnement. Il fallait on a compris, donc, nous avons compris. Pour nous, c'est sa faute. Mais par ailleurs, la majorité présidentielle a été perspicace. Nous avons tout compris. Mais là, tout fait pour ma question est celle-ci. Est-ce que dans ce dialogue, vous avez aussi reconnu que vous, l'opposition, vous avez aussi une part de responsabilité dans tout ce qu'on a eu à connaître, la non-organisation des élections? Vous avez eu à récuser 2 fois le calendrier électoral. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas des malhonnêtes. Lorsque la Cour la CENI a produit son calendrier électoral, nous de l'opposition, nous nous sommes réunis. Nous avons dit que ce calendrier était anticonstitutionnel. C'était irréaliste. Bref, nous l'avons qualifié de tous les mots. Et le fichier électoral, nous l'avons qualifié de corrompu. Et que par conséquent, nous ne pouvions pas aller aux élections avec ce calendrier. Encore que la CENI elle-même avait listé comment dirais-je, les doublons. Non, elle avait listé ses attentes par rapport au gouvernement, qui était en vue des contraintes et qui l'empêcherait d'aller aux élections. Et la majorité de ces contraintes, presque 22 sur 26, relevaient du gouvernement. Donc si, in fine, on n'a pas relevé ces contraintes, c'est la faute au gouvernement. Mais nous ne pouvons pas nous cacher. Nous avons notre part de responsabilité parce que nous avons péché par manque de perspicacité. Pendant que nous avons crié ces calendriers inapplicables, etc. Et surtout, nous avons relevé que ce calendrier portait en lui les germes de l'inconstitutionnalité, en ce que l'article 5, je crois que ça doit être le dernier alinéa de la Constitution, prévoit que tout Congolais majeur qui est âgé de 18 ans a le droit, l'obligation de voter. Si nous devions aller aux élections avec ce calendrier, même si l'élection était convoquée au mois de septembre, cette élection aurait été entachée d'anticonstitutionnalité. Et donc, par conséquent, où est la faute du chef de l'État alors? Non, je vous dis que chacun de nous a sa part des responsabilités. Et que faire alors? Que faire? C'était le dialogue. Voilà. Et voilà. Avant même d'arriver là-bas, donc revenons au 19, parce que les sanctions de l'Union européenne contre ces 7 personnalités, ces 7 personnalités, on leur reproche, entre autres, leur manière de gérer la situation du 19 et 20 septembre dernier. Si on récapitule, on fait une sorte de rétrospective, c'est l'opposition. Vos pères qui n'étaient pas dans ce dialogue-là, sont ces militants, ces combattants qui ont commencé à saccager les sièges des partis. Mais l'Union européenne n'a pas sanctionné ces chefs de parti-là. Laissez-moi terminer. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était ce qui relève de négligence de l'opposition. Le document en question a été produit et signé. Les documents comprenant les observations de l'opposition quant au calendrier, il a été signé par des grands noms de l'opposition, que ce soit Vital Kamerhe, F. Bazaïba, le parti SID, le professeur Kalele, les Olengankoy, tout le monde a signé. Tous ceux que je viens de citer ont signé ce document disant que impossible d'aller aux élections
avec ce calendrier-là. Donc, ayant déclaré l'impossibilité d'aller au calendrier, il était donc plus possible de réclamer qu'on fasse ces élections. Ça, c'est notre part. Mais je répète que le président de la République, son gouvernement surtout, et la CENI ont tout fait pour qu'on en arrive à cette situation. Je reviens maintenant à cette... Je dis, il faut bien distinguer les deux choses. Lorsque un parti politique ou un regroupement de partis politiques informe, parce que notre Constitution prévoit ce principe-là, c'est-à-dire d'informer et non pas d'autorisation préalable. Exactement. On informe l'autorité afin que celle-ci puisse prendre les dispositions d'encadrement de ces marches ou de la manifestation. Et si l'autorité estime qu'il y a des raisons impérieuses qui font qu'elle ne sait pas faire la police ou ne sait pas encadrer, elle motive, elle donne son refus et elle motive. En principe, sous d'autres cieux, cette négation ou ces refus devaient faire l'objet d'un recours même devant les institutions administratives, notamment la Cour, le Conseil d'État, s'il devait être en vigueur. Exact. Bon, nous disons ceci. De ce que je sais, l'information a été donnée à l'autorité urbaine. L'autorité urbaine a donné son quitus. Maintenant, rester à l'opposition et aux organisateurs de bien canaliser la marche et à la police de ne pas perturber cette marche. Exact. Or, nous avons constaté, je ne sais pas d'où sont venus, je ne peux pas dire, moi, que ce sont les manifestants de l'UDPS ou de je ne sais quel parti qui ont été à la base des casses. Mais par contre, on peut voir des voyous, des koulouna, qu'on a arrêtés, des gens qui n'avaient rien, qui attendaient en fait ce genre d'événement pour se manifester. Et donc, ça donne une leçon pour l'avenir, à savoir que les partis politiques doivent s'assurer que parce que là, après coup, on fait un mélange, on dit ce sont les militants. C'est probablement pas les militants, mais dans la mesure où ils étaient dans la marche ou dans les manifestations, on les confond avec les militants. C'est d'ailleurs ce que même sanctionner les chefs de ces partis politiques. C'est ce que mon président avait relevé en son temps en disant qu'on a vu des gens, parfois des fumeurs de chanvre, des koulouna, entrer dans les manifestations et casser. Ce ne sont pas des militants. Mon président l'avait dit et il avait visé tous ces koulouna parce qu'il fallait. Mais cela n'enlève rien à la responsabilité des organisateurs de bien vouloir dans des occasions comme celle-là, encadrer leurs militants, sensibiliser leurs militants. Et je pense que si c'était... Donc par conséquent, il fallait qu'il y ait aussi des sanctions à leur encontre aussi, normalement. Oui, bon, mais encore que là aussi, nous entrons dans le domaine du droit pénal, l'infraction est individuelle, même si la responsabilité en matière d'organisation de manifestations... Il y a des responsabilités aussi intellectuelles. Oui, il y a une responsabilité des organisateurs aussi, mais bon, il faut voir maintenant, c'est la tâche des organisateurs, s'ils pouvaient être poursuivis, d'établir que ce ne sont pas leurs militants, que ce sont des koulouna. Parce que la Commission nationale des droits de l'homme, lors de son dernier rapport, a dit clairement que les responsables c'était et les forces de sécurité et la population civile et même les partis politiques de l'opposition. C'était son entendement. Est-ce que vous ne pensez pas que ces sanctions viennent envenimer un peu les négociations qui sont en cours au centre interdiocésain? Je ne sais pas dans quelle mesure les gens peuvent être perméables à ce genre d'informations. Moi, je pense que ceux qui sont aux négociations sont suffisamment adultes pour voir l'intérêt du Congo avant toute autre chose et non pas avoir des réactions épidermiques. Oui, nous parlons maintenant des négociations directes sous l'égide de la CENCO. L'UNC se sent affaibli apparemment. Parce que là, à la Cité de l'Union africaine, vous étiez une force, là. Il y a une certaine opinion qui a pensé que c'est l'UNC qui avait donné la crédibilité à ces dialogues. Et maintenant, là, vous vous sentez affaibli. Non, ce qui est vrai, c'est que c'est l'UNC qui a donné de la crédibilité au dialogue de la Cité de l'Unité africaine. Mais pour quelle raison? Nous avons nos responsabilités. Vous venez de me suivre tout à l'heure. Nous sommes de l'opposition. Nous avons été clairs, le mandat du président de la République s'arrête au 19 décembre. Nous avons dit il doit partir, avec naturellement tous les respects dus à la fonction. Mais nous sommes des républicains, nous avons constaté l'impossibilité de le faire partir, à moins de le faire
éventuellement par la voie de la violence ou par la voie des armes. Ce qui est interdit d'abord par notre Constitution. Mais à supposer même qu'on le fit, êtes-vous si sûr que nous, de l'opposition, nous aurons pu gagner tous les Congolais à notre cause, en manière telle qu'il n'y aurait pas eu une rébellion proche de la majorité politique actuelle? Il suffisait qu'il y ait un petit groupe de rebelles quelque part proche de la majorité pour que on puisse, un jour plus tard ou peut-être une année plus tard, revenir à la table des négociations. Et quand on devait revenir à la table des négociations parce qu'il fallait régler le problème de cette rébellion, nous aurons passé notre temps, nous aurons... Alors, de la même façon, nous disons, lorsque nous faisons des manifestations également, nous avons des morts, des gens innocentes. Alors, le bon président l'avait bien dit, mieux vaut commencer par négocier. Si on n'a pas les résultats, on va dans la rue, plutôt que l'inverse, parce que l'inverse fait que vous avez tous les risques, vous avez toutes les malchances, je ne dirais pas les chances, d'avoir des morts entre les bras. L'UNC était parmi... Je termine. Allez-y, oui. Alors, c'est pour ça que l'UNC a été l'un des fers de lance du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et c'est pour ces raisons-là, parce que nous tenons à l'intérêt du Congo. Et surtout, nous avons obtenu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons obtenu dans l'accord cadre que le président Kabila puisse s'en aller, mais calmement, sans coup férir. C'est-à-dire que... Mais à l'issue, on va faire table rase, non? Non, attendez. À l'issue, nous avons... Pourquoi nous sommes arrivés à cette proposition de faire que le président Kabila aille au bout du processus, c'est-à-dire en avril 2018. Soit 16 mois seulement, chers compatriotes, 16 mois seulement, par rapport au délai auquel il devait quitter ses fonctions. 16 mois pour ne pas avoir des morts par balle, par je ne sais quoi, pour avoir des rébellions. Ça valait la peine. Et nous disons, nous ne l'avons pas fait comme ça en l'air, messieurs. Nous avons entendu des experts venus du monde entier, les plus éminents des experts, qui nous ont produit ce document-là. Par exemple, les experts des Nations Unies, rapport de la mission d'évaluation des besoins électoraux en République. Ça, c'est les Nations Unies qui ont fait ces documents-là. Nous ne sommes pas contentés seulement du rapport de la CENI, encore qu'il y ait des intelligences dans ces trucs, mais nous avons estimé que c'était trop politisé. Nous avons eu également des documents comme la mission d'évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo, fait par l'EIF. La francophonie. Messieurs, tout ce monde nous ont dit qu'il était impossible d'organiser des élections dans le délai convenu. Je pouvais vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que nous n'avions pas un fichier électoral fiable. Le fichier était, comme nous, de l'opposition, nous l'avions dit, corrompu. C'est-à-dire, là-dedans, il y avait des gens qui étaient, près de 2 millions de gens décédés, il y a près de 500 000 personnes qui ont des cartes, 3 cartes d'électeurs, il y a des kits électoraux qui se trouvent en Ouganda, Bref, nous avons dit, il faut refaire ce fichier. Et les experts, toutes tendances confondues, nous ont dit, il faut un minimum de 10 mois pour faire ça. Et on a convenu que ce serait au 31 juillet. Et après ça, il nous faut des lois. Il nous faut des lois pour appliquer. Bref, et après seulement, au mois d'octobre, on convoque les électeurs. Parce que je vous rappelle, le corps électoral. Au mois de septembre, pour convoquer les électeurs, on allait convoquer tous ceux qui sont morts. On allait convoquer ceux qui sont en des doublons et on n'allait pas faire voter les jeunes de 18 ans. Donc nous allions violer la Constitution. Et mettant tout cela ensemble, le souci de respecter la Constitution, le souci de créer un certain équilibre et le souci de la responsabilité qui incombait au président de la République et au gouvernement, nous avons dit le président de la République ne peut pas rester pour faire un nouveau mandat. Malheureusement, tout le travail que vous avez fait tombe caduc là parce que vous êtes en train encore de négocier. Attendez, je vous suis pas là. Parce et pourtant l'UNC avait refusé un second dialogue. Non, nous avons dit ceci. Mais ici, on n'est pas au dialogue. Et comment l'appeler alors ces assises? Nous sommes dans des négociations. Parce que la CENCO qui a si bien fait son travail, et ici, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Lorsque la CENCO a fait son rapport, vous avez entendu des cris d'orfraie à gauche, à droite. Notamment, nos amis de la majorité ont estimé que c'était un échec. Beaucoup d'autres l'ont estimé. Et in tempore non suspecto, l'UNC, à travers son président et à travers son porte-parole que je suis mandaté quant à ce, nous avons dit non, il y avait des progrès et qu'il fallait exploiter ces progrès, ce n'était pas un échec. Donc nous sommes heureux d'avoir appris
ultérieurement que le président de la République avait le même entendement et que finalement les négociations ont repris. Et la Cinco, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit ce travail, après avoir comment dirais-je, compulsé l'accord politique de la cité de l'Union et les documents du rassemblement, il y avait des points de convergence, plusieurs points de convergence, mais la Cinco a néanmoins noté des points de divergence. C'est ce qui est dit en disant la Cinco, ce travail portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions. Essentiellement. Cela veut dire qu'en d'autres termes, que l'accord, dans tout ce qui n'est pas divergent ici, reste d'application. Et eux aussi, dans leur document, ce qui n'est pas aussi divergent reste d'application. Ce qui n'est pas divergent. Non, mais c'est-à-dire le document sur lequel, base duquel... Parce que le vendredi, les signataires de l'accord ont eu les documents du rassemblement. La Cinco l'a bien dit que c'est l'accord politique qui servait de base. Il faut voir maintenant le contenu de ces divergences. Si on n'en parle pas, alors moi je vous dis... Nous allons y arriver. D'accord. Aujourd'hui, dans ces négociations, vous siégez avec la majorité au pouvoir. Hein? N'est-ce pas là une façon de dire chasser le naturel, il revient au galop? Parce que vous le savez bien, votre président national, l'opposition, la population a souvent dit que c'était une taupe au niveau de l'opposition. Si Vital Kamerhe est une taupe, mais il y a des gens qui sont au Rassemblement Général qui sont passés vraiment au lavoir, à la blanchisserie, à un mois. Quand nous nous attrapions des balles... Là, vous voulez parler de qui? Je termine. Quand moi, personnellement, j'ai attrapé un projectile, je suis allé à l'hôpital 4 jours. Quand nous attrapions des balles en 2015... En janvier 2015. En janvier 2015, la majorité de ceux qui sont au Rassemblement, ils étaient de quel côté? N'est-ce pas du côté des gens qui nous tiraient dessus? Alors, s'il vous plaît, un peu de pudeur quand on lance ce genre de choses. Le problème de Vital Kamerhe, c'est que c'est un visionnaire. Il a vu venir tout ça. Et je peux vous dire, lorsque nous examinerons tous ces aspects, vous verrez que nous sortirons de ces négociations avec les points essentiels qui ont été défendus à la Cité de l'Unité africaine. Vous verrez qu'il y aura le président Kabila, on ne le fera pas partir. Je ne l'ai pas souhaité qu'il restât. Mais c'est le constat sur le plan juridique. Prenons le premier point des divergences sur l'entendement du respect de la Constitution. Oui. Allons-y. Comment vous pensez trouver un compromis par rapport à ça? Je dis à tous ceux qui m'ont approché et qui m'ont fait ces observations, je leur ai donné ce document-là qu'on a appelé l'accord politique. Et je leur du 18 octobre. Du 18 octobre. Je leur ai demandé de me montrer un seul point, un document qui violait la Constitution. Un seul point. Personne. Le Premier ministre issu de l'opposition viole la Constitution. Alors, allons-y, monsieur. Que dit la Constitution? La Constitution dit ceci. En son article 78, la Constitution dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci. La majorité parlementaire, c'est quoi et c'est qui? C'est tous les députés qui sont prêts à soutenir un gouvernement et un Premier ministre. C'est eux qui constituent la majorité présidentielle. À ne pas confondre avec la majorité présidentielle. La majorité présidentielle peut être partie prenante à la majorité parlementaire. On a vu les cas, la majorité présidentielle, le PALU ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Le PALU fait partie de la majorité parlementaire, soutient la MP, le gouvernement et le chef du gouvernement, mais n'est pas partie prenante à cela. Nous avons eu les Mouzito, donc il faut bien distinguer. Ce sont les députés qui sont membres des partis qui ont accepté cet accord, qui vont désormais soutenir ce gouvernement et ce Premier ministre. Il n'y a donc pas matière à violation de la Constitution. Donc c'est clair, c'est un faux combat. Mais il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Prenons le cas par exemple que, bon, c'est vrai que le chef de l'État avait nommé un Premier ministre issu du groupe parlementaire UDPC allié, qui a un membre dans le bureau de l'Assemblée nationale et un membre en représentation au niveau de la CENI. Donc si, prenons le cas, aujourd'hui, l'UDPS qui faisait partie de la majorité parlementaire, vous ne trouvez pas que le poste de deuxième vice-président, aujourd'hui occupé par Rémi Massamba, il doit démissionner?
Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est... Parce qu'il fait partie de la majorité présidente parlementaire et pourtant, ce poste est réservé à l'opposition. Je dis ceci, la composition du bureau répond à un souci d'une large représentativité. C'est pas parce que vous allez concourir au soutien au Premier ministre et que vous êtes nombreux qu'on va vous exclure de l'Assemblée. Parce que si dans ce cas-là, vous aurez seulement peut-être un représentant de la majorité que vous qualifierez de la majorité, Minakou, et tout le reste des postes devaient revenir à l'opposition, si je dois vous suivre. Si tel n'est pas le cas, alors c'est que ça répond au souci d'une large représentation où on voit les gens qui sont de la majorité et de l'opposition. Dans tous les cas, je crois qu'il faudrait quand même qu'on entre dans la matière. Le respect de la Constitution, vous avez dit, j'ai évoqué l'article 78, oui. Je viens de vous faire la démonstration de ce que cet article, si le président de la République nomme le Premier ministre parmi les gens qui ont été à la Cité de l'Unité africaine ou les gens qui font partie de l'opposition mais qui acceptent de soutenir ce Premier ministre-là et ce gouvernement, ils ne violent pas la Constitution parce que l'ensemble de ces députés constituent la majorité parlementaire. Par rapport à la même Constitution, il faut convoquer le corps électoral 3 mois après. 3 mois après... disons. Oui, c'est le processus électoral qui contient les séquences, les calendriers, les financements. Le chef de l'État, le mandat du chef de l'État expire le 19 décembre. Mais vous donnez encore 16 mois au chef de l'État. Mais on lui donne... C'est une violation de la Constitution. Mes chers amis, j'ai dit tout à l'heure que c'est cette Constitution-là. C'est vrai, ceux qui n'ont pas appelé à voter cette Constitution, ils ont bon dos, ils sont à l'aise. Mais je les ai vus concourir aux élections en 2011 sous la bannière de cette même Constitution. Donc ils nous disent à peu près ce qu'il y a. Mais ce que je sais, c'est que tout le monde est d'accord maintenant pour que ce soit cette Constitution qui soit d'application. Je viens de vous faire la démonstration ici que dans cette Constitution, il est créé une juridiction appelée la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas aimer la Constitution et ne pas aimer la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas aimer qu'il existe cette Constitution et puis ne pas accepter le mode de fonctionnement et même la composition de cette Cour. Si vous voulez, il faut quand même que les gens le sachent, très chers téléspectateurs. Lorsqu'on dit nous allons respecter la Constitution, nous l'avons fait dans l'accord politique. Mais les autres, lorsqu'ils viennent et disent il faut modifier la Cour constitutionnelle, monsieur, la Cour constitutionnelle est créée par la Constitution. Si vous voulez modifier, ça veut dire vous modifiez la Constitution. Alors il faut le dire aux Congolais que vous voulez ouvrir une brèche dans laquelle la majorité présidentielle va chercher à modifier aussi certaines choses qui lui déplaisent dans cette Constitution. C'est dangereux et donc je dis en cette matière-là qu'on ne vienne surtout pas nous faire le procès de... Deuxième point de divergence, financement des élections. Prenons ça comme ça, après on va prendre je termine, s'il vous plaît. Il y a la séquence des élections. Nous avons dit, on commence d'abord par réviser le fichier électoral. Le fichier électoral, réforme totale. Ça, nous avons fait, et ça fait partie des convergences, monsieur. Parce que on ne peut pas trouver mieux. Ce sont les experts internationaux, puisque nos amis adorent les experts internationaux. Eh bien, ce sont les experts internationaux qui nous ont dit que à partir de juin ou juillet, il fallait 10 mois pour qu'on nettoie le fichier électoral, c'est-à-dire qu'on fasse un nouvel enrôlement. C'est ce qui est en train de se faire. Au mois de juillet, on termine. Demain, on commence avec 12 nouvelles provinces. Est-ce que nous l'avons écrit? Est-ce qu'ils vont dire le contraire? Non, ça fait partie des convergences. Demain, si nous terminons, que nous voulons légitimer les institutions. Eux, qu'est-ce qu'ils disent, nos amis ils disent qu'il faut un régime spécial. C'est-à-dire, il faut balayer la Constitution pendant une certaine période. Où est-ce que vous avez vu dans la Constitution la disposition qui autorise qu'on balaye un article de la Constitution ou même tout le monde est illégitime. Mais non, mais je dis, attendez, illégitime ne veut pas dire illégalité. Mais nous l'avons convenu à Sun City et au référendum. Nous avons dit, nous, que les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, leur mandat, ils quittent leur fonction à l'entrée, lors de la validation des mandats de ceux qui vont leur succéder. Nous l'avons dit, c'était pas les yeux fermés lorsqu'on a voté cette constitution. C'est dans cette constitution-là. Alors maintenant, si vous dites elle est illégitime, parce que c'est opportun pour vous de le dire, il faut rappeler au peuple congolais que, néanmoins, quand vous dites illégitime, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, parce que moi-même, j'aurais souhaité que mon mandat ma confiance fût renouvelée par ma base. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute aux politiques, et surtout,
La Constitution a prévu tout cela. Protège. C'est pas que protège, mais a prévu ces cas-là. Donc, vous ne pouvez pas maintenant vous réveiller en disant non, tout le monde est illégitime. Ça, le 19 décembre. Et surtout, au surplus, le mandat des députés nationaux expire, en février. Alors, si vous voulez faire votre régime spécial ici, en décembre, et donc, vous violez la Constitution puisque eux, ils n'auront pas terminé leur mandat. Vous comprenez ça? Donc, il faut quand même que les gens, le régime spécial en réalité... Parlons du calendrier électoral, monsieur David Jolino Makelele. 3 scrutins au même moment. C'est irréaliste, non, avec le budget actuel? Vous savez... Pourquoi ne pas commencer par la présidentielle, comme le disent le camp du Rassemblement, en septembre, qu'on fasse la présidentielle et puis les autres viendront après? Et pourquoi ne pas commencer par les élections locales, municipales et urbaines? Puisque vous aurez fait table rase de tout cela, du reste. Non, ça c'est la position qui était défendue par la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, personne ne l'oublie. Avant qu'on en arrive à cet accord, la majorité présidentielle tenait mordicus à ce que l'on commençât le processus électoral par l'élection locale, municipale et urbaine. Il a fallu tout le poids de certains grands de l'opposition, notamment Vital Kamerhe, pour ne pas le cacher, et qui a tapé du poing sur la table pour que, à un moment donné, la majorité s'incline. Parce que nous avons dit que l'élection qui est à la base de tout ce qu'on voit comme trouble dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. Et on ne peut pas commencer par autre chose que l'élection présidentielle, quitte à ce qu'on la coupe. Raison pour laquelle il faut l'organiser en septembre et le reste après. Vous allez l'organiser en septembre comment? Je ne me fais pas le défenseur, ça me choque. Moi, j'aurais souhaité que cette élection fût organisée même le 20 décembre. Puisque c'était impossible. Aucune personnalité, aucun homme de l'opposition ne peut dire aujourd'hui que l'élection eût été possible à organiser le 27 novembre. Impossible, puisqu'on n'avait pas de fichier électoral, et que les experts internationaux, tous, nous ont dit que c'était pas bien, et que nous-mêmes, on avait qualifié ce fichier électoral de corrompu. Honnêtement, c'était malhonnête d'appeler les gens à donner un point de vue brutal par rapport à ça, alors que nous, les hommes politiques, nous savions que le 19 septembre, la CENI ne pouvait pas convoquer ces corps électoraux. Alors, ceci étant dit, lorsque vous terminez, l'enrôlement, mais il y a une autre phase qui va arriver. Vous allez faire quoi? Il vous faut une loi. Si vous voulez que les députés... Là, vous faites allusion à la répartition des sièges. Oui. Si vous voulez... Mais le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Sa circonscription, c'est la RDC. Non, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire que le président de la République perd sa légitimité et puis que les autres n'en perdent pas. Non. Si on perd la légitimité, c'est tout le monde qui perd sa légitimité. Maintenant, allons voir ce que dit la légalité, c'est-à-dire la Constitution. Je vous ai fait la démonstration ici que la Constitution prévoit ces périodes qui doivent précéder la validation de mandat pour les députés. Quant au président de la République, j'ai dit ici également que lorsqu'on termine, il faut absolument, organiser la logistique. Nous avons eu un exposé. C'est pour ça que je dis ceci. Nos amis, qui restent nos amis de l'opposition, et nous avons le même combat démocratique, nous de l'UNC, nos amis de l'UDPS, je le confirme ici. Nos amis, il faudrait que, au lieu de prévoir, car vous savez, dans un premier temps, ils disaient, après qu'il y ait eu des morts, ils ont dit non, maintenant les élections c'est en 2016. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est 2017. 2017, fin 2017. Sans aucun document, sans aucun texte technique. Et maintenant, ce que nous proposons, et c'est ce qui va se passer probablement à la Cinco, c'est que nos amis qui ont des propositions pour faire des élections en 2017 viennent avec leurs propositions, que la Cinco convoque la CENI et les experts que nous avons entendus, pour qu'ils nous disent dans quelle mesure ces élections sont possibles sans laisser qui que ce soit dans une situation d'illégitimité. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas normal que le président, qu'on s'attaque à l'illégitimité du président, alors que l'illégitimité des députés provinciaux, des députés nationaux et des sénateurs... J'étais l'œil de Biwan lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine. J'ai vu comment vous avez eu du temps, vous avez pris du temps pour débattre, surtout par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les 3 jours de ces négociations sont suffisants? Je le pense, franchement. Parce que nous avons... Avec les exposés de l'UIF, les exposés de la CENI, des experts nationaux, tout ça. Cher ami, ça vous prend une demi-journée.
La CENI peut venir, Nanga est suffisamment, même si on lui de reproches, et je suis de ceux qui reprochent à la CENI sa complicité avec le pouvoir en place, mais en termes de technicité intellectuelle, je peux vous dire que ce monsieur qui connaît sa matière. Mais quand vous allez, Nanga expose les gens de la CENI, ça vous prend une demi-journée. À partir de là, on ouvre le débat. Vous qui dites que c'est possible, apportez vos arguments, démontrez que c'est possible. Ça, c'est en une demi-journée. Le reste, monsieur, le reste, les séquences, nous avons dit, le calendrier. Nous avons, le financement. Le financement. Nous disons, la situation est gravissime. C'est pour cela que le temps qu'on passe, la situation économique et financière du Congo est gravissime. Matata Ponyo nous a laissé une ardoise indescriptible. Nous avons un taux de croissance qui était annoncé à 2 chiffres, à près de 10%, qui est aux environs aujourd'hui sur une pente de 4%. Nous avons... La crise mondiale. Attendez, allez à la Côte d'Ivoire, vous allez voir les... La crise internationale. Oui, la Côte d'Ivoire... L'Angola, à côté de nous, a aussi des sérieux problèmes. Ils ont des taux de croissance d'à peu près 6 à 7% et des croissances qui sont inclusives, c'est-à-dire créatrices d'emplois. Chez nous, puisqu'il y a la mafia, le terme coulage des recettes, ça vous dit quelque chose? C'est pas moi qui l'ai inventé, vous l'avez entendu de la bouche de quelqu'un, mais qui n'a pas su tenir le budget. Mais comment trouver la solution? Alors comment financer maintenant, ces élections? il faut justement... Avec un budget de 4,5 milliards de dollars. Il faut maintenant faire des économies. Il faut chasser surtout la fraude, la corruption. Moi, je vous dis, et Vital Kamerhe l'a dit, il suffit d'une volonté politique ferme. Vous allez voir que l'argent va revenir. L'argent va où? Dans les comptes parallèles. Lorsque vous avez des pénalités à devoir à certains organismes, lorsque vous avez des pas de porte miniers à obtenir, vous ne le faites pas passer par le compte général de l'État. Vous le faites passer par des comptes parallèles qui sont manipulés par des gens à qui on donne des mandats sans que même le gouvernement ne prenne connaissance de cela. Lorsque vous avez comment dirais-je, des actifs miniers que vous bradez par-ci par-là. Non, monsieur, il y a de l'argent dans ce pays. Et Vital Kamerhe l'a dit, et nous pensons, moi-même je suis un peu connaisseur de la matière parce que j'ai travaillé pendant 24 ans dans une boîte que je connais et qui est d'ailleurs une boîte au cœur du système de fraude. C'est la Gécamine, j'étais directeur à la Gécamine Europe pendant presque 24 ans. Donc c'est misérable. On peut arrêter dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, dans le secteur... On peut rien que par la lutte contre la fraude et la corruption, vous allez voir ce budget être relevé à près de 5 milliards ou 6 milliards par rapport aux 3 milliards et demi ou 4 milliards d'aujourd'hui. C'est une question de volonté politique. Pour le surplus, si nos partenaires veulent nous donner leur assistance, et ils le donnent déjà. Parce que quand M. Nanga nous a exposé le problème logistique, je vous assure, moi qui pensais aussi qu'on peut organiser les élections en 2 jours, 3 jours, j'étais sidéré. Il faut près de 1000 rotations des avions C-130. Vous les avez? Il faut des ruptures. Il y a des provinces où les aéroports ne peuvent pas recueillir ce matériel. Il y a des endroits où il faut aller avec bateau, où il faut faire des ruptures, prendre camion, pirogue, tout ça. Monsieur, mes chers amis, il ne faut pas mentir aux Congolais. Nous avons un pays vaste, mais c'est un pays sous-équipé en matière d'infrastructure, et donc il faut écouter ceux qui connaissent la matière. Si vous avez un point de vue contraire, venez avec des arguments techniques, monsieur. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous voulons un accord politiquement acceptable. Au prochain point, des divergences, on a parlé de l'entendement au sujet du respect de la Constitution, fichier électoral, calendrier électoral, financement des élections, recomposition de la CENI, monsieur David Jolino Makelele. Ça va nous prendre encore du temps. Et là, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on connaît comment ça se passe. La société civile a du mal à donner ses délégués. Attendez. L'opposition, vous avez du mal à donner vos délégués. Donc, attendez, c'est simple. Quand vous voyez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, le président de la CENI provient de la société civile. Le vice-président provient de la majorité présidentielle. Et le rapporteur de l'opposition, etc. Bref, si nous restons dans cette configuration, la société civile ne conteste pas la présence de M. Nanga. C'est déjà, beaucoup auraient souhaité le contraire, mais c'est la société civile qui choisit apparemment, compte tenu de son expertise avérée, les gens se disent... La majorité n'a pas jusqu'à présent manifesté une volonté. Il restera à l'opposition.
Mais à l'opposition, vous regardez le poids politique de chacune des composantes et vous changez. Ça ne va pas vous prendre changez, 2 mois, 3 mois. Non, c'est une question, en moins de 2 jours, vous avez fini. Il suffit d'un an. Et par contre, pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, je vous le dis ici, difficile. C'est pas difficile, mais c'est-à-dire vous violez la volonté des Congolais. Et ceux qui ont manifesté cela à travers le référendum portant approbation de la Constitution. Et l'article 5, le même article 5 de la Constitution dit ceci: la souveraineté est exercée par le peuple, ou le peuple à travers ses représentants, les députés, tout ça. Et nulle part de Congolais, c'est-à-dire aucune fraction des Congolais ne peut s'attribuer cette volonté-là. Et ici, ceux qui ont été à la Cité de l'Unité africaine, comme ceux qui sont à la Cinco, ne sont pas habilités à venir défaire ce que les Congolais ont fait. Il faut quand même que les gens... selon l'UNC... Donc déjà, vous voyez que le fameux régime spécial, il ne tiendra pas. À quoi doit aboutir alors ce dialogue? Nous tendons vers le 19 décembre. C'est-à-dire à améliorer... La population est crispée, on ne sait pas comment sera le lendemain. À quoi doit aboutir la difficulté, c'est quoi? Il faut que les gens, les hommes politiques, arrivent à se dépasser. Moi, je demande particulièrement à nos amis de l'opposition, de rassemblement, l'effort de pouvoir se dépasser. Nous avons fait des sacrifices. On est l'objet de colibés, des injures. Mais le peuple reconnaîtra nos mérites plus tard. Parce que les vivants, on ne sait pas le pleurer. On pleure que les morts. Mais ceux qui, par notre courage, sont encore vivants, peuvent témoigner de notre courage. Mais ceux qui sont morts, messieurs, demain, lorsqu'il sera établi que tous ceux qui sont à la Cinco veulent comme préalable le respect de la Constitution et qu'il sera établi qu'on ne peut pas aller à l'encontre des décisions de la Cour constitutionnelle, qu'on ne peut pas supprimer la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il adviendra? Il adviendra que tout le monde cherchera une transition qui sera dirigée par qui? Par le président Kabila. Par le président Kabila. Et vous aurez alors ce que nous avons fait à la Cité de l'Unité africaine, un gouvernement de transition, et avec un Premier ministre, les gens le savent, je vais vous le dire. Monsieur Ami, attendez, je vous dis, nos amis qui sont là du rassemblement les savent. Ils savent ce que je suis en train de dire, que le président, sinon il faudra qu'ils expliquent à leurs militants comment hier les gens sont morts pour que Kabila parte le 20 et comment les gens pourraient accepter que Kabila reste alors qu'ils ont dit que Kabila devait partir le 20. Le sort de Sami Badibanga. Et s'il y a un gouvernement de transition, ils auront trahi le peuple. Si Kabila reste là, ils auront trahi le peuple. Si la Cour constitutionnelle et les institutions restent, ils auront trahi le peuple. Donc c'est à eux de voir où ils veulent aller, mais je reconnais en eux un début de dépassement. Parce que dans la note technique qui sert de base aujourd'hui à la Cinco, ce n'est plus les résolutions du conclave de l'unité, mais c'est un document où on voit que le régime spécial a presque disparu, c'est-à-dire on va revenir à la situation de l'unité. Le sort de Sami Badibanga. Et par conséquent, je termine par là avant d'arriver, et par conséquent, vous aurez un gouvernement dirigé par l'opposition, c'est ce que les gens sous le rassemblement cherchaient, et ils auront le président Kabila, et les ministres iront prêter serment. De quelque bord politique qu'ils soient, ils iront prêter serment devant le type dont ils disaient qu'il devait partir le 20 décembre. Voilà, le sort de Sami Badibanga. Le sort de Sami Badibanga, moi je pense que on aurait pu accélérer les choses. La majorité porte une responsabilité dans le fait que le gouvernement Sami Badibanga n'est pas à l'œuvre. Parce que la situation financière et économique du pays est catastrophique, mesdames et messieurs. Quand vous voyez le pouvoir d'achat du Congolais qui est en train de baisser, pour prendre une référence, la carte de crédit que vous achetez hier à 1000 francs, vous l'avez à 400, et ainsi de suite, le loyer, les transports, les 100 000 francs que vous gagnez hier, qui était l'équivalent de 100 $ aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter des biens pour 100 $. Vous allez acheter des biens pour 80 $ ou 70 $. C'est la perte de pouvoir d'achat. La situation est gravissime, il faut aller vite. Pour moi, j'aurais bien souhaité que ce gouvernement fût constitué rapidement. Et la faute, de mon point de vue, revient au président de la République. Mais
on ne peut pas non plus lui reprocher cette volonté de chercher un peu plus d'inclusivité, ce d'autant plus que l'article 24... Donc il devra partir après l'accord qui sera signé, l'article 24 la clôture des négociations. L'article 24 de l'accord cadre prévoyait justement qu'on cherche l'inclusivité. Donc Samy Badibanga appartient déjà au passé. Non, c'est pas moi qui nomme. Il faut quand même qu'on respecte. Quand on respecte la Constitution, c'est pas ma volonté à moi. La Constitution dit le président de la République nomme le Premier ministre. Ce n'est pas Kamere, c'est pas Tshisekedi, c'est pas ok, nous avons compris. Donc c'est le président de la République qui aura à apprécier in fine, si Samy Badibanga doit rester au regard de la configuration politique qui naîtra de négociations en cours à la Ce sera votre dernier mot. Hein? Oui, je dis tout simplement que le peuple congolais, soyez confiant. Et n'écoutez pas ceux qui viennent vous raconter des histoires, parce qu'on se retrouvera le 20 et vous verrez qui a eu la vision, qui a été visionnaire et pacificateur par rapport à ceux qui ont prétendu qu'ils pouvaient modifier le cours des choses ici au Congo. Oui, merci Monsieur David Jolino Makelele d'avoir répondu à notre invitation. Pensée pieuse à l'honorable Charles Mwando Simba qui nous a quittés hier. Vous avez un mot à dire? Ah oui, je dois dire aussi, j'ai eu la chance de fréquenté Papa Mwando Simba à l'occasion de son exil en Belgique. Il travaillait chez un de nos collègues. Il habitait de temps en temps, il venait rendre visite à un de nos collègues, M. Kalassa, dont il était proche de la famille. Et j'ai beaucoup bavardé avec lui politique à l'époque où il était en exil. Je salue donc la mémoire de ce grand homme et que son âme repose en paix. Voilà, pensée pieuse à Charles Mwando Simba, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale qui nous a quittés depuis hier lundi à Bruxelles. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.